Je vous explique. Ce n'est pas du tribalisme. Moi, je suis désolé. Ce n'est pas du tribalisme qui se fait dans la base. Ce n'est pas du tribalisme. Quand vous regardez l'histoire du Cameroun, Lomba Mileke est un monsieur qui a été exclu d'abord par le colon, exclu par le pouvoir postcolonial au Cameroun des affaires de l'État. Je vous épargne tout le reste. La guerre d'Alomaki et tout ça, c'était en pays Bassa et en pays Bamileke principalement. Et le colon avait fiché Lomba Mileke en disant c'est un frondeur. En d'autres termes pour le colon, c'est que Lomba Mileke était resté parmi les populations camerounaises l'homme à la conscience la plus éveillée sur le nationalisme, sur la nécessité de sauvegarder et de préserver le pays pour les nationaux. Pendant que d'autres peuples s'adoucissaient, s'allongeaient, s'aplatissaient devant le colon. Donc il a été fiché, il a été exclu. Donc ceux qui ont pris le pouvoir après 60 ont exactement agi comme le colon. Aïdjo et tout, on a vu. Pays Bamoun, on a vu. Pays Madjé, tout ça. Donc je crois donc, pas que je crois, quand vous regardez dans l'évolution, nos parents qui sont nés dans les années 40, 50, 60, c'est eux qui ont mis au monde ces enfants qui sont dans la basse. Donc ils les ont fait grandir dans cet esprit de Lomba Mileke est un exclu des affaires de l'État. Et comme Lomba Mileke est un exclu de l'affaire de l'État, regardez la fin d'Ogmo. Monseigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble ses frères pour leur dire, comme le blanc nous a exclus, comme ceux qui sont au pouvoir sont aussi des affiliés de ces blancs-là qui nous ont exclus, alors qu'on s'en fait administrateurs, de parfaits agents du pouvoir, ainsi de suite, ils sont entrés dans l'économie, ils sont entrés dans le commerce. D'ailleurs, Aïdjo a fait une part belle avec Kodok dans la fin des années 60, c'est-à-dire en créant des capitaines économiques parmi nos frères de l'Ouest. Les Fortso, ainsi de suite, sont nés, vous comprenez. Sauf que, quand ils ont mis au monde ces enfants qui sont dans la base, ils ne leur ont pas dit que en fait leur repli identitaire n'était pas dû au fait de l'exclusion des autres populations, n'était pas en fait de tribalisme. Ils ne leur ont pas dit. Ils ne leur ont pas dit qu'en fait, ils se sont repliés parce qu'en fait, ce n'est la seule voie qui s'offrait à eux pour rester vivants, pour rester utiles à leur pays, c'est-à-dire le commerce et l'économie. Vous comprenez? Les enfants ont plutôt compris cela comme étant du tribalisme, le fait qu'en grandissant, ils se rendent compte que Lomba Mileke continue à être exclu de certaines affaires, il continue à être mis à part. Vous comprenez? Ça fait qu'au niveau politique, dont les politiques ont utilisé ce fragment-là, ont utilisé ce pertuis, cette ouverture-là, pour en fait faire du climat, faire un marché politique dans ce ressentiment. Ça fait aujourd'hui que les enfants pensent qu'en fait, Lomba Mileke est tribalisé par les autres. Et ici, se disent qu'ils vont répondre au tribalisme par le politique du tribalisme. Or que non, c'est plutôt une exclusion historique, stratégique du blanc qui a été reprise par les postes coloniaux qui nous dirigent jusqu'à ce jour et qui a été considérée peut-être malhonnêtement, peut-être intentionnellement par les parents en leur disant c'est du tribalisme alors que ça n'était pas un. Donc ce n'est pas ça du tribalisme, madame. Je veux plutôt rappeler à ces enfants que... Valère Bessala, si on parle de tribalisme en ce moment, l'ordre gouvernant y est pour beaucoup et pointe le président de la République, son excellence Paul Biya. C'est un point de vue que vous pouvez également soutenir. Le Cameroun n'est pas un pays tribaliste, mais le Cameroun est un pays tribalisé. Est-ce que vous pouvez concevoir dans un pays que l'essentiel des postes de souveraineté soit tenu par une aire géographique? C'est pas normal. Si on décide de diriger un pays en toute légalité, en toute clarté, les compétences, ça se retrouve partout. Les compétences ne se retrouvent pas seulement dans une aire géographique. Comprenez? D'ailleurs, je crois que dans un ouvrage, Jean-Marie Tangnabara, je crois Marafa, il disait il y a des ministres à qui on a donné une fonction. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire il y a des ministres aussi, mais quel genre de ministre? Prenons le ministère de la Défense. Est-ce qu'on n'a pas eu des Camerounais d'autres ethnies, à part l'ethnie Beti? À part Ahmed Ouali Soubia, vous en connaissez qui? Très bien. Prenons le ministère des Finances. Esso aussi. On a cité Laurent Esso, on a cité Ahmed Ouali. Allons aux finances. Encore aux finances. Voilà. On peut aller ailleurs. Rester aux finances. Mais aux finances, il y a eu à la mine. Je vais vous répondre. À la mine, mais... Et lui, vous savez d'où il vient? Oh bah non. Il va être parti la bêtise. Et après donc ça? Non, je veux Et avant lui, avec qui?
depuis 82. Moi, je vois pas la chose. Ça commence un peu à bugger. Vous voyez un peu. Les ambassadeurs, dès que vous regardez, vous mettez le curseur pour retrouver une ère. Même dans la préfectorale. Pour moi, n'est pas là. Moi, le débat, c'est pourquoi est-ce que le Cameroun est devenu un pays tribalisé. Je parlais tout à l'heure des causes. Tribalisé. Le président Aïdjo avait un fonctionnement simple. Je l'ai expliqué en partie dans mon propos précédent. Mais Aïdjo, lui, il avait un souci. Il était contesté par ses propres frères. C'est-à-dire que ses propres frères pensaient qu'il n'était pas le meilleur d'entre eux que le blanc aurait eu à choisir. C'est pour ça que Baba Touré était très violent avec ses frères, notamment les Lamibé qui contestaient même son sample. Vous voyez? Et lui, il utilisait donc l'éclatement ou la distribution équitable du pouvoir pour justement choquer ses frères et mieux les contrôler. On a été ministre des Finances de... Tout à fait. Il y en a d'autres. Vous comprenez? Et ses frères ne pouvaient pas revendiquer cette affaire-là parce qu'ils sentaient que Aïdjo travaille avec d'autres pour mieux asseoir son pouvoir et les contrôler. Donc faisons attention. Donc lui, il a utilisé justement l'éclatement. Il a chassé le tribalisme, du moins institutionnel, loin des confins du pouvoir pour mieux asseoir son pouvoir et s'assurer effectivement qu'il sera toujours en sécurité face à ses frères justement qui contestent son sample. Mais cela ne dit pas que pendant qu'Aïdjo était là, il n'y avait pas un tribalisme rampant. Parce que le tribalisme rampant ne naît pas d'aujourd'hui. Le tribalisme rampant, pas même d'avant les indépendances. C'est-à-dire qui a été imposé par le colon. Scinder, couper certaines provinces des autres. Parce qu'en fait, le Bamileke, pour arriver à Yaoundé, avait besoin d'un passe, vous appelez ça comment? C'était un laissez-passer. Parce qu'en fait, c'était reconnu comme un pays de rebelles. Donc pour traverser Bebdala, ce pont-là même n'existait même pas encore. Le pont-là, on passait à la nage et ou bien pas des pirogues, pas des bacs. Pour traverser cet endroit-là, la Sanaga, il fallait avoir justement un laissez-passer. Voilà les causes, les premiers fondements du tribalisme, c'est-à-dire que les populations des autres régions regardaient déjà à partir du laissez-passer les gens de l'Ouest comme des gens dangereux. Parce que le blanc leur dit, c'est des rebelles, ils contestent le pouvoir. Et vous êtes à Yaoundé, c'est le siège de l'institution, vous avez tout. Vous êtes à Douala, c'est le siège de... Vous avez tout. Il faut craindre ces gens. Pour partir, traverser le pont du Mungo, le Bamileke avait besoin de laisser passer. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Les fondements donc, du tribalisme partent de là, c'est-à-dire la crainte de certaines tribus envers les autres. La crainte du Camerounais envers un autre, à l'égard des autres. Cela a donc rampé jusqu'en 82. Et bien lui, il a transformé l'affaire, c'est-à-dire en se disant, je suis du centre-sud-est, puisqu'il y avait encore une seule province. Comment faire pour me maintenir? Il a inversé la logique politique d'Aïdjo. C'est-à-dire que pour empêcher ses frères d'accéder au pouvoir, il leur a tout donné. Et il a plutôt fait des autres, des aigris, qui vont toujours prier au quotidien pour que lui, il tienne le pouvoir afin de les délivrer de la même mise de ses propres frères au pouvoir. La logique aujourd'hui, quand vous vous plaignez, vous dites que les boules ont tout, les boules ont tout, les boules ont tout. Nous voulons le chassement, nous voulons chasser les boules du pouvoir, nous voulons chasser. Mais être tranquille. Parce qu'en fait, quand vous dites les boules ont tout, nous voulons chasser les boules du pouvoir, lui, il sait que ses frères boules sont en insécurité et savent qu'ils n'auront de pouvoir que tant que lui sera au pouvoir. Et donc, ils vont jouer des coups pour le maintenir. Voilà la logique simple du président Paul Biya. Donc, il a institutionnalisé le tribalisme, ce que l'aîné docteur Kamga appelle le tribalisme d'État, pour que ses frères soient toujours insécurisés par les revendications des autres tribus lésées et que justement ses frères travaillent au quotidien pour le maintenir au pouvoir. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14h. Les propos haineux donc ne sont rien d'autre que la conséquence de l'exacerbation du tribalisme qui en fait a encore un autre petit enfant qu'il a accouché, c'est-à-dire la malgouvernance. Puisqu'ils doivent maintenir l'hégémon suprême au pouvoir, ils sont obligés de piquer dans la caisse pour lui faire plaisir. Et quand on pique dans la caisse, on ne justifie pas ça parce que ça n'a pas été prévu. Conséquence, c'est que la corruption devient donc aussi institutionnalisée, une corruption d'État. Comme le tribalisme est devenu un tribalisme d'État. Nous avons donc une république de la malgouvernance. Nous avons une république des abjections sociales et sociétales qui justement ont pignon sur rue et qui justement commandent ce que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun est donc un État, n'est pas un État tribaliste, mais un État tribalisé. Je vais donner en amont des explications. Laissons le tribalisme d'État là où il est.
Et parlons du tribalisme dont on reproche par exemple le reste de la région, par exemple de l'Ouest. La région de l'Ouest et tous les ressortissants de l'Ouest. Je m'amuse parce que je vois que vous tournez autour de ça, mais vous ne voulez pas parler du problème. De quel Parce problème? que vous voulez parler, enfin, vous voulez qu'on dise que le Bamileke est un tribaliste. Qui a dit ça? Depuis que nous tournons. Ah ben moi je ne fais pas une émission sur le Bamileke. On dit le Bamileke. Non, c'est mon argumentaire, c'est mon temps de parole. Mais pourquoi vous soupçonnez qu'on tourne? C'est mon argumentaire et c'est mon temps de parole. Alors vous tournez depuis et je vois comment le docteur Hilaire Kamga est mis dans ses petits souliers parce qu'en fait vous n'arrivez pas à lui faire dire ce que lui ne veut pas dire. Aujourd'hui tout le monde dit que le Bamileke est tribaliste. Il est tribaliste, il ne veut faire qu'avec son village. Personne ne l'a dit sur ce plateau, hein, J'ai dit on. Si vous êtes dans on, là, c'est qui? Si vous êtes dans on, c'est tant mieux. Qui se sent mauvais se mouche chez vous. Je dis ceci. On dit le Bamileke est tribaliste. Il fait tout chez lui. Bon, d'accord. Mais pourquoi? Si tant est qu'il est comme ça vraiment, comment l'est-il devenu? Parce que vous n'allez pas dire qu'un enfant est un brigand. Mon fils est un bandit de grand chemin. Il vole au quartier, il vole aujourd'hui. D'accord, c'est un voleur. Mais comment est-il devenu un voleur? Ok? Moi, si, mon propos, c'est pas là. Je vous ai parlé du laisser-passer. Et d'ailleurs, un de nos téléspectateurs a ajouté un élément. Non, il ne m'a pas recadré. Il a ajouté l'élément du Bassa aussi. Ouais. Parce que je suis resté focalisé sur le Bamileke. C'est-à-dire l'homme de Bafang particulièrement, puisqu'il s'agissait du. Vous voyez? Alors, partez du laisser-passer. Ils se sont sentis frustrés dans l'histoire. Vous comprenez? Vraiment, l'émission de ce matin ne pose pas un problème Bamileke. Il faut que ce soit très bien compris. Maintenant, je vous repasse la parole. Le professeur a parlé des capitaines d'industrie. D'accord? Le ministre Kodok, en 1966-1968, je parle sur votre contrôle, professeur, il était ministre de l'économie, quelque chose comme ça d'Aïdjo. Il avait justement, c'était un dossier que le président Aïdjo lui avait confié. Et c'est lui qui est en fait l'instigateur des capitaines d'industrie qui relèvent particulièrement d'une certaine aire géographique, c'est-à-dire de l'Ouest. Parce qu'en fait, il ne faut pas comprendre. Il faut comprendre que Aïdjo avait le souci d'équilibrer l'injustice qui avait été aussi faite à cette région-là du fait du maquis. C'est-à-dire ces gens qui avaient été réduits socialement dans leurs petits souliers comme étant des gens qui ne peuvent pas aller partout dans le Cameroun comme tous les autres Camerounais. Ils avaient besoin de laisser passer. Comme l'Ombassa. Vous comprenez? Donc je veux dire, vous faire comprendre que la logique tribaliste, quand j'ai dit que l'État a été tribalisé, il y avait déjà, je ne vous permets pas, professeur, il y avait déjà. Monsieur Bessa, il y a une ambiguïté fondamentale dans votre propos. Je sais que le professeur est dans de la mauvaise foi. C'est ça. Et je peux le comprendre parce que peut-être il lui manque un certain élément, c'est la gestion administrative de terrain. Dans le domaine des pêches, le droit de la mer, les filets maillants, quand on donne une certaine mensuration pour les filets à jeter dans la mer, c'est parce qu'on recherche, on veut que le pêcheur ait un type de poisson et en évite un autre pour perpétuer les races halieutiques. Vous comprenez? Je rentre dans la technique administrative de terrain. Quand on instaure le laisser-passer, certes, il peut dire que ça concerne tous les Camerounais, mais on sait qui ont recherché à recaler. Vous comprenez? Qui ont cherché à recaler? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je reste donc dans mon sujet. Je sais que vous avez parfaitement compris. Je reste dans mon sujet pour dire que Kodok, qui a dans ce dossier d'Aïdjo, est chargé, théoriquement, de régler un problème, une injustice, c'est-à-dire ces gens de l'Ouest, particulièrement parce que le Bassa, Kodok lui met Bassa, donc on peut déjà penser qu'ils étaient fondus dans l'air du centre. Vous comprenez? Ces gens de l'Ouest-là doivent se sentir quand même concernés aussi dans ce pays, même si politiquement on les met de côté. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Valère? Que le Bamileke a toujours été exclu du pays? C'est ce que vous voulez démontrer? Je suis en train de démontrer que le tribalisme que vous reprochez à l'homme Bamileke est une réponse à un tribalisme rampant, institutionnalisé depuis la colonisation. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc je veux que vous compreniez cela aujourd'hui. Et que le dossier économique de Kodok vise justement à tempérer leur esprit d'exclusion. Si nous allons un peu plus loin, vous vous retrouvez aujourd'hui avec ces gens qui justement revendiquent le pouvoir et on veut toujours les ramener à une affaire de les Bamileke disent que c'est leur tour. Quand les nordistes disent que c'est leur tour, est-ce qu'ils ne sont pas tribalistes aussi? Vous comprenez? Peut-être qu'ils usent des moyens qu'ils ont reçus, ou du moins des moyens qu'ils ont développés pendant leur exclusion politique.
Parce qu'il faut aussi comprendre cette logique. Donc je ne voudrais pas, moi je sais que j'ai touché là où ça ne vous a pas plu, donc je ne vais pas parler longtemps. Je dis ceci, monsieur. Non, monsieur Bessala. Ça ne vous concerne pas particulièrement. Parce que vous dites que là, ça ne m'a pas plu, là, je ne le permets pas. Vous, c'est pas vous. Voilà, il faut que ce soit très clair. Donc je voudrais simplement dire que... Non, je n'ai rien à voir avec ça. La question du tribalisme ne doit pas être une question aérienne. Ne la gardons pas aérienne. Quand nous avons évoqué le sujet, nous savons ce que nous voulons dire, nous savons là où nous voulons aller. On a compris.